Oui, je voulais remercier chaleureusement les organisateurs d'avoir donné l'occasion à un pénaliste de s'exprimer, parce que c'est pas tous les jours que l'on peut parler de ces sujets. Alors, c'est un sujet qui m'est très cher. Continue, continue. Je vais juste partager à Ouais, Céline pour qu'elle ouais, puisse pardon. répondre. C'est chaud. Mais je t'en prie. Donc c'est un sujet qui m'est très cher, mais je vous promets, je vais me limiter, parce que on dit que les juristes sont très bavards. Donc je vais quand même essayer de me limiter et respecter le temps de parole. Alors, quand je dis qu'on a peu l'occasion de s'exprimer, les pénalistes, c'est vrai, mais en même temps, peu de pénalistes ont envie de s'exprimer sur le sujet pour une raison assez simple, c'est que le pénaliste n'est pas très tourné vers l'avenir. On est plus habitué à courir après de nouvelles formes de délinquance plutôt qu'à anticiper ce qui peut se faire. Et je n'entrerai pas dans le détail, mais les rares fois où le législateur pénal essaye d'anticiper, finalement, c'est jamais très fructueux. Donc finalement, cette question des IA, et j'insiste bien des IA dans la chaîne pénale, euh, elle, euh, elle est importante, mais elle est encore assez peu traitée dans le domaine. Alors j'insiste aussi sur les IA et les IA, parce qu'effectivement, en pénal comme dans d'autres domaines, c'est pas seulement l'IA générative qui peut avoir un rôle important. Alors, les IA, les rôles. Alors, en fait, il faut savoir que, à mon sens, euh, les IA peuvent avoir deux grands types de rôles en matière pénale. D'un côté, je dirais, pour dire les choses simplement, l'IA délinquante, et de l'autre côté, alors je dirais pas, enfin je le dirai après, mais pas l'IA gendarme ni l'IA flic, mais l'IA qui va servir le fonctionnement de la chaîne pénale. Alors, parce qu'on n'a pas forcément le temps aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas traiter en tant que tel le cas des IA délinquantes, donc j'en dirai juste quelques mots. L'IA délinquante, comme vous le voyez, d'abord comme moyen de commettre, et d'ailleurs plus souvent de faciliter ou d'améliorer une infraction, les faux mails, les faux SMS visant à escroquer les victimes, mais aussi deepfakes pornographiques notamment, qui vont servir entre autres à ce qu'on appelle la sextorsion, hein, c'est-à-dire menacer de divulguer des deepfakes porno contre, généralement c'est contre espèces sonnantes et trébuchantes, et également autre pan. Alors là, je sais à chaque fois, hein, ça vous heurte. Je parle de gars cette fois-ci qui serait auteur ou autrice de l'infraction. Alors, les exemples qu'on peut donner hein, rapidement, dommages physiques, un véhicule autonome, un robot d'assistance, que sais-je encore, mais aussi même une IA, je dirais, désincarnée, un chatbot, peut être, à mon sens, l'auteur d'une infraction, notamment des discriminations, des insultes, voire même parfois de l'incitation au suicide, etc. Alors, quand je dis que je sais que ça vous choque, parce que moi je dis, mais si c'est le cas, il faut envisager une responsabilité pénale de la machine. Et là, vous me répondez généralement, oui, mais non, parce que c'est une machine, il y a des humains derrière. Et moi, je vous réponds, alors j'ai pas le temps malheureusement de développer le point aujourd'hui, mais que nous, en droit pénal, on a déjà des entités pénalement responsables et qui n'existent pas. Ce sont les personnes morales. Une société, elle peut être coupable d'un vol, alors que, j'ai envie de dire, elle n'a pas de bras, pas de chocolat. Une société, elle n'a pas les moyens physiques de commettre un vol. Donc, euh, alors, j'insiste pas là-dessus, mais il y a un vrai thème de recherche là-dessus, parce qu'évidemment, ça demande à adapter le droit pénal. Un point tout bête, hein, mais quelle peine, si on admet qu'il y a une responsabilité pénale des IA, quelles sont les peines qu'on peut envisager de leur infliger. Mais je n'insiste pas donc, sur cette question-là, même si j'ai insisté plus que je ne le pensais au départ. Alors, en réalité, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de l'IA qui va être une aide, une amélioration
de ce fameux système pénal. Alors, pour ce faire, j'ai distingué les différentes phases de cette chaîne pénale. Alors, d'abord, ce que j'ai appelé la phase de commission de l'infraction. Il va y avoir un acte qui va être commis. Le deuxième axe que j'ai pris, c'est celui de l'enquête. On va rechercher l'auteur de l'infraction, en quoi le gars dans ce domaine peut être utile. Troisième phase, et là on va se retrouver devant le juge. Donc le jugement et éventuellement, s'il y a une reconnaissance de culpabilité, la peine prononcée et son exécution. Et je terminerai enfin rapidement sur les risques éventuels de l'utilisation de l'UGA en la matière. Donc première phase, la commission de l'infraction. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de droit pénal, même si j'aime bien ça, mais ça risquerait de vous lasser assez rapidement. Donc, je vais vraiment aller à l'essentiel. Il faut savoir que les pénalistes ont inventé ce qu'on appelle l'iter criminis, le chemin du crime, c'est-à-dire les différentes étapes qui vont amener, in fine, à la réalisation d'une infraction. Alors, comme vous le voyez sur la diapo, hein, c'est une suite d'étapes qu'on a placées sur un axe du temps. Alors là, l'iter criminis, c'est très simplifié hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ici, en gros, je dirais qu'on peut déterminer quatre ou trois d'ailleurs. Pour moi, il y en a quatre, mais c'est vrai. Trois. La première étape, elle va être purement psychologique. C'est-à-dire que vous allez dire, oh là, l'intervenant, là, il me saoule déjà depuis plusieurs minutes, je lui mettrai bien, on va dire un coup de couteau, ce sera un peu violent quand même, mais voilà, là, il m'énerve. Vous avez la pensée. La pensée qui va ensuite se transformer en résolution. Vous avez envisagé de le faire, et puis eh bien, vous décidez de le faire. Cette première phase, ces deux premières phases, si vous voulez, le droit pénal n'intervient pas. Il n'intervient pas parce qu'on n'a pas de prise. On en reparlera dans quelques instants, mais je n'ai pas de prise sur ce que vous pensez, ni même sur ce que vous décidez de faire. Donc là, le droit pénal n'intervient pas. La deuxième phase, la deuxième étape, c'est donc cette fameuse résolution criminelle. Vous décidez que vous allez trucider quelqu'un. Pareil, quand vous décidez que vous n'extériorisez rien, ma foi, le droit pénal ne peut pas intervenir. Il y a une étape, j'allais dire supplémentaire, où on va aller un peu plus vers l'infraction, ce sont les fameux actes préparatoires. Car là, vous êtes résolu à le faire, et vous allez commencer à prendre les moyens de le faire. Un exemple tout bête, hein, vous êtes résolu à tuer l'amant de votre femme, et vous achetez une arme. On est sur le chemin du crime, hein, vous comprenez bien, on est avancé, mais on est encore, en fait, assez loin. Parce que ce n'est pas parce que j'achète une arme que je vais tuer quelqu'un. Il y a 10 000 motifs différents pour lesquels je peux acheter une arme. Et donc, encore une fois, ici, le droit pénal n'intervient pas. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a des infractions obstacles, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par exemple, on ne peut pas acheter n'importe quelle arme. D'accord ? Et si on le fait, c'est une infraction pénale. Mais disons que pour l'instant, de manière générale, le droit pénal n'intervient pas. Au final, le droit pénal ne va intervenir que à partir du moment où on va vraiment commencer l'acte fautif. C'est les deux dernières phases. La tentative, hein, c'est le moment où vous allez essayer, éventuellement échouer. Et puis enfin, la dernière phase, celle où vous allez réussir. Alors, pourquoi je vous explique ça ? Eh bien parce que l'IA permet d'imaginer que l'on puisse aller plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. Je vous ai dit, au niveau de la pensée et de la résolution criminelle, là, on n'intervient pas parce qu'on ne sait pas. Sauf que, vous l'avez déjà entendu certainement, il y a ce fameux fantasme du taux zéro de délinquance. Et c'est un vrai fantasme, parce que la délinquance, elle est liée à l'existence même de l'humain, à l'existence même, j'irai plus loin, de règles. À partir du moment où il y a des règles, eh bien, il y a tout le temps un individu qui va l'enfreindre, donc on n'aura jamais. Mais ce fantasme, il existe. Et en tout cas, aussi la volonté,
de diminuer le taux de délinquance. Et on a certaines personnes qui ont imaginé, c'était de la SF pendant longtemps, mais aujourd'hui, certaines personnes y croient vraiment, d'abord à lire les pensées, et donc les pensées criminelles. Je ne détaille pas, mais il y a une affaire en Allemagne, me semble-t-il. Alors c'est un peu compliqué, mais en fait c'est un genre de maison close, mais dans laquelle il n'y a pas de prostituées humaines, mais des robots sexuels. Et l'un des clients a participé à une expérience où justement on essayait de lire ses pensées, etc. Et on a découvert chez lui des pensées, des penchants pédophiles. Et tout le problème est de savoir est-ce qu'on peut utiliser les réponses, enfin les données recueillies, etc. Donc, vous voyez, c'est plus du tout la science-fiction. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'aurais dû vous le dire en intro, je vous parlais d'anticipation pour le pénaliste, on n'aime pas anticiper, mais en fait, les gars, c'est plus de l'anticipation. Elle est là, y compris pour le pénaliste. Donc là, on est presque dans l'idée de Minority Report. En fait, on va essayer de lire, de deviner la pensée criminelle. Il y a évidemment un certain nombre d'obstacles, alors techniques évidemment, mais aussi et surtout, pour moi, des obstacles éthiques. L'éthique pour le pénaliste, c'est aussi quelque chose d'important, aussi quelque chose de flou, malheureusement, mais en tout cas, il y a des obstacles même, je dirais, tout simplement moraux à ce genre de technique. Un autre moyen de diminuer la délinquance, c'est d'anticiper non plus cette fois-ci l'acte chez l'individu, mais le lieu de l'acte. Et il y a eu pas mal d'expériences, et notamment le fameux prêt de Paul, qui était en fait reposé sur l'IA, et qui, à partir de rapports de police, déterminait les quartiers, les heures dans lesquelles il était opportun d'aller patrouiller un peu plus. Alors, ouais, c'est chouette, sauf qu'on s'est très vite aperçu de deux choses. Que, ça engendrait un déplacement de la délinquance d'un lieu vers l'autre. Bon. Et puis, surtout, il y avait un biais, puisque la machine, entre guillemets, s'alimentait elle-même. Donc forcément, si vous mettez beaucoup de policiers sur un lieu, ils vont constater plus de faits, donc la machine va considérer qu'il y a plus de faits, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc sur cette première phase, moi je suis sincèrement très réticent, et je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de méfiance, voire de prudence. Pour ce qui est de la deuxième phase, tentative et commission de l'infraction, là en revanche, le gars a certainement dès aujourd'hui des rôles à jouer. Alors, vidéosurveillance, alors on sait que c'est encadré, c'est limité, etc. Mais surtout, cette nouveauté, entre guillemets, les caméras intelligentes, la vidéosurveillance algorithmée, qui va permettre, je dirais, alors plus que d'ailleurs dans la commission, plutôt dans la phase de tentative, puisqu'elle va permettre de repérer des comportements, entre guillemets, anormaux, qui peuvent faire penser que l'individu est proche de commettre une infraction. Donc, là encore, alors, les premiers retours, puisqu'on a eu une loi spécifique pour les Jeux Olympiques, les premiers retours, je dirais, sont assez prometteurs. Alors, est-ce que on va généraliser ce recours aux caméras intelligentes? J'en sais rien. Il y a des chances, je pense. C'est prometteur, mais là encore, il faut essayer de faire preuve de prudence et à nouveau trouver des cadres qui conviennent. Alors, autre moyen de repérer les actes délinquants, c'est un cas d'usage sur lequel je travaille, et qui n'a rien à voir avec la vidéosurveillance, encore que. C'est en fait la création d'une IA que j'appelle l'IA ado, qui serait calibrée pour être, on va dire, une jeune fille de 12-13 ans, et qu'on pourrait balancer sur les réseaux
pour, d'une part, en fait, il y a plusieurs buts. Premier but, c'est occuper les pédocriminels. Pendant qu'ils vont être occupés à échanger avec notre IA ado, entre guillemets, ils ne feront pas de mal par ailleurs. Alors, cette idée-là, elle vient de, vous avez dû voir, l'IA Daisy, qui a été créée par O2, qui est une IA grand-mère, là, pour le coup, pour lutter contre les escrocs au téléphone qui s'en prennent aux personnes âgées. L'idée est un peu la même ici. Alors, ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que nous, notre IA ado, elle serait utilisée par les services de police. Et donc, concrètement, la deuxième utilité, ce serait d'abord, j'allais dire, d'économiser, entre guillemets, du temps agent. Car qu'il y a des agents infiltrés sur les réseaux qui se font passer pour les enfants. Là, notre IA, elle permettrait déjà de prendre une partie de ce travail. Et finalement, l'IA serait capable, au bout d'un moment, de repérer un état de dangerosité important et de passer la main, là pour le coup, à un enquêteur infiltré humain. D'accord ? Donc, on pourrait ainsi gagner pas mal de temps agent, et aussi, hein, il faut bien le dire, soulager un peu psychologiquement les agents qui visionnent, enfin qui échangent sur les réseaux, puisque c'est quand même assez compliqué. Alors, ça pose des questions techniques, mais ça, j'allais dire, c'est pas mon problème. C'est plutôt celui des chercheurs de l'UNRIA. Mais ça pose aussi des problèmes juridiques. Parce qu'il faut savoir que, ça pose d'ailleurs aussi des problèmes d'interaction homme-machine, au passage. Ça pose aussi des questions juridiques. Notamment, il y a un principe, hein, on ne peut pas provoquer à l'infraction. Si on provoque l'infraction, en gros, la procédure tombe. Donc il faut, je veux dire, entre guillemets, appâter, mais pas provoquer. Donc déjà, là, il va falloir que notre IA soit calibrée au mieux, hein, donc avec beaucoup de travail là-dessus. Et puis, autre problème juridique, très souvent, ces échanges, ces dialogues, ils entraînent une demande d'image. Le pédocriminel qui est à l'autre bout, et il va demander des images. Alors, si c'est une image, j'allais dire classique, habillée, machin, au début, tout va bien, mais dès qu'on va entrer dans la demande d'images dénudées, ça pose un problème, parce que justement, le fait de diffuser ce type d'image, c'est une infraction pénale. Donc, comment faire pour que, et puis bon, même éthiquement, alors, éthiquement, ça se résout facilement. On crée des images pédocriminelles avec de l'IA, comme ça, il n'y a pas d'enfant réel. Mais juridiquement, c'est un problème assez important. Je pourrais en dire beaucoup plus sur la première phase, mais il faut avancer. Donc, dans la phase d'enquête. Alors, dans la phase d'enquête, quelles sont les priorités ? Bien, évidemment, hein, vous l'aurez compris, il y a d'abord une recherche d'efficacité concrète, hein, j'ai envie de dire. Mais attention, efficacité avec le respect de tous les droits de mis en cause. Il ne s'agit pas non plus. Alors, c'est un problème qu'on connaît très bien en droit pénal. Hein, on est tout le temps. On oscille tout le temps entre l'efficacité et, je veux dire, les libertés, enfin, pour simplifier un peu, mais plus on veut être efficace, ben forcément, plus on rogne les libertés. Là, pour le coup, avec l'IA, je pense qu'il faut faire encore plus attention, et donc c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Et puis, il y a une troisième priorité, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure déjà le temps agent. Il faut savoir que aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle les OPJ, les officiers de police judiciaire, il y a une défaillance, il y a un déficit en tout cas de vocation. Les jeunes policiers ne veulent plus être OPJ, pour diverses raisons, hein, la procédure trop compliquée, machin, et surtout, on n'a pas d'horaire, etc. Donc nous, on veut travailler de telle heure à telle heure et pas être trop embêté. Donc il y a un déficit d'OPJ. Donc l'idée, c'est de dire, avec le nombre d'OPJ, il faut faire plus. Et donc, il faut essayer de décharger de certaines missions. Alors, pour ce faire, j'ai pris 2 exemples sur lesquels je travaille. Tout d'abord, la prise de plainte assistée par l'IA. Ça veut dire quoi? Alors, ça ne veut pas dire que vous irez, encore que,
mais pas dans un premier temps. Vous n'irez pas dans un commissariat et vous ne parlerez pas à une borne pour vous plaindre et porter plainte. C'est simplement ici une assistance. C'est-à-dire, d'une part, déjà une assistance purement matérielle, mais j'allais dire là, on n'a presque pas besoin de l'IA, c'est un speech to text, hein, la personne parle et la machine va rédiger le PV. J'espère qu'il n'y a pas de policier dans la salle. La machine le fera mieux, je le dis à chaque fois, elle le fera mieux que le policier, il y aura moins de fautes d'orthographe et ça prendra un peu moins de temps que taper à deux doigts. Donc le PV va être rédigé plus rapidement, mais surtout, et c'est là où l'IA intervient, et c'est là où elle est une vraie aide, elle va, ce que l'on appelle, nous, qualifier pénalement les faits. C'est-à-dire que quand vous allez raconter votre histoire, entre guillemets, au policier, ben, il va donner une première qualification. Alors, soit c'est un vol, soit c'est une escroquerie, enfin voilà. Il faut bien l'avouer encore, alors j'ai rien contre les policiers, hein, je vous rassure, je fais partie de la réserve opérationnelle de la police, donc ce n'est pas des critiques en l'air. La qualification pénale par les policiers, elle est parfois... Alors, évidemment, hein, si c'est des blessures volontaires, ça ils savent. Un vol, ils savent. Après, la différence entre une escroquerie et un abus de confiance, vous voyez, ça commence à être un peu plus compliqué. Si on leur parle d'infractions informatiques, etc., alors là, c'est un peu le grand vide. Alors, c'est pas bien grave, me direz-vous, parce que après, c'est le parquet qui qualifie effectivement. Mais, toujours est-il que si le parquet reçoit les PV de plainte avec les qualifications les plus adaptées, etc., c'est quand même beaucoup mieux. Là aussi, on gagne du temps, entre guillemets, magistrat, ce qui n'est pas non plus négligeable. Et puis, il y a un troisième aspect, troisième intérêt, c'est que l'IA va pouvoir proposer à l'agent des questions à poser au plaignant pour, justement, préciser la plainte et mieux qualifier encore. Et puis, il y a un dernier intérêt éventuellement, mais qui là aussi, bon, ça paraît assez simple à mettre en place, éventuellement s'il faut une traduction. Et je peux vous dire que parfois, alors si c'est des traductions dans des langues courantes, ça va très bien, parfois on peut être très embêté pour trouver un traducteur dans une langue très précise. Là, l'IA pourrait, encore une fois, rendre pas mal de services. Alors, actuellement, il y a dans bon nombre de commissariats, il y a un logiciel qui s'appelle Parole, je crois, qui fait la prise de plainte. En gros, hein, c'est un speech to text tout bête, il ne qualifie pas, il ne fait rien. Donc là, l'idée, c'est quand même d'aller beaucoup plus loin sur ce point. La deuxième cas d'usage, et d'ailleurs là, oui, je n'ai pas tout à fait fini par rapport à la prise de plainte, il y a aussi un lien assez fort avec un thème sur lequel une RIA travaille, c'est le commissariat virtuel. Et là, l'interaction humain-machine, elle est très importante, notamment dans le métavers. On est en train de réfléchir à comment pourrait exister un commissariat virtuel dans le métavers, où là, on aurait réellement quelque chose de désincarné. On aura l'occasion d'en reparler. L'autre cas d'usage, c'est l'assistant d'enquête. Je vais être un peu plus rapide. En gros, l'idée, c'est économiser du temps agent, OPJ, etc. Et c'est une idée de notre actuel ministre de la Justice, mais à l'époque ministre de l'Intérieur, de créer ces fameux assistants d'enquête, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre en charge une partie des tâches des OPJ, mais on va dire, enfin, pas être désagréable, mais des tâches un peu basiques. Voilà. Ça va être appeler l'avocat pour lui demander de venir pour la garde à vue, pour entendre le garde à vue, etc., des choses comme ça. Quand le ministre a inventé les assistants d'enquête, il a annoncé un nombre d'assistants d'enquête très important, etc. Bien entendu, le nombre d'assistants d'enquête réels est nettement inférieur et il en faudrait plus. Or, les tâches, en tout cas une grande partie de ces tâches assurées par les assistants d'enquête physiques, pourraient parfaitement, et encore une fois peut-être mieux et plus rapide, être assurées par une IA. Alors, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, mais assurer des respects de délai,
assurer, par exemple, la rédaction même de certains PV. Parce que pour rédiger un PV, pour dire qu'effectivement le gardé à vue a eu à manger à telle heure, etc., bon, il ne faut peut-être pas être nécessairement OPJ. D'accord ? Alors évidemment, tout ça sous la supervision humaine. Mais là aussi, hein, je pense qu'il y a matière à développer des choses. Phase de jugement et d'exécution de la peine. Alors, il y a une chose sur laquelle je suis intransigeant. Je ne sais pas où j'en suis au niveau temps. 5 minutes encore? Mais c'est merveilleux. Ça veut dire 10. Non, non. Il y a une chose sur laquelle je serai intransigeant, c'est pas de juge robot. On ne peut pas rendre, une machine ne peut pas rendre la justice. La justice, c'est une activité humaine. Le seul scénario que j'ai accepté du juge robot, c'était de la part d'un de mes étudiants de Master 2, qui avait fait, pour me faire plaisir évidemment, le sujet de mémoire, c'était la responsabilité pénale des IA. Fayot jusqu'au bout. Et lui disait, l'humain nous dit, je ne veux pas être jugé par un robot. Pourquoi le robot ne dirait-il pas, je ne veux pas être jugé par un humain? Puisque toi, humain, tu dis que moi, robot, je n'ai pas les capacités à te comprendre, etc. Est-ce que l'inverse n'est pas vrai? Et il a envisagé des juridictions robotiques. Il était fou, hein, malheureux. Il avait fait un truc pas mal. Hein. Il y avait une procédure pénale, etc. Bon, c'est la seule peut-être incartade à ce refus absolu que j'ai du juge robot. Alors pourquoi? Je vous le disais, hein, juger, c'est une activité humaine par nature, parce que même si il y a énormément de logique dans le jugement du magistrat, hein, c'est pas, j'en connais un qui est là d'ailleurs, il est dans la salle et il dit oui, non mais l'intime conviction du magistrat, c'est pas au doigt mouillé. Hein. Bon, c'est quelque chose qui est logique. Mais c'est une logique qui est quand même purement humaine et pas une logique de machine. Alors ce qui est très curieux, c'est que quand on regarde un peu l'histoire, notamment de l'IA, mais même avant, l'acte de juger a toujours été l'une des premières idées que l'on a quand on veut automatiser ou théoriser une activité humaine. C'est très curieux parce que c'est certainement l'une des plus compliquées, voire même impossible à théoriser. Bon, bref. Donc, je disais activité humaine par nature. Aussi, et là je parle spécifiquement du droit pénal, en droit pénal, on choisit la peine par rapport à l'individu. Et là encore, on en revient à cette idée qu'il n'y a pas d'automaticité. C'est pas parce que celui-ci a été arrêté, il est condamné pour avoir, je sais pas, transporté 1 kilo d'héroïne, et cet autre arrêté pour la même chose, on ne, alors je vais pas dire on ne peut pas, mais on ne va pas automatiquement prononcer la même peine. Parce que le but de la peine, c'est pas que de le punir. Et je dirais que c'est même secondaire. Le but de la peine, c'est qu'il comprenne et qu'il ne recommence pas. Et ça, ça s'automatise pas, à mon avis. Voilà. Et puis enfin, et je fais un parallèle avec ce qui vient d'être dit à propos des œuvres artistiques, on disait, voilà, il y a un risque, en fait, enfin moi j'appelle ça le cryogénisation du droit. C'est-à-dire que si on confie le droit à une machine, elle va l'appliquer de manière logique à 100 000%. Et donc, le droit n'évoluera pas. Parce qu'il y a une partie du droit qui évolue évidemment par le législateur, etc. Mais il faut savoir qu'une grande partie du droit évolue aussi par l'action des juges. Des juges qui vont parfois avoir une idée un peu originale et qui vont permettre un peu à la fois de faire rentrer cette idée, j'allais dire, dans les clous, et elle va devenir une norme. On a aujourd'hui une cause d'irresponsabilité pénale qui s'appelle l'état de nécessité. Elle a été inventée par un juge. Hein, ça n'existait pas. Il a eu cette idée, il l'a inventée, et au départ, il était, j'allais dire, il était tout seul, hein, et ça, une machine ne le fera pas. Une machine, elle restera dans les clous, et donc ce droit pénal, ici en particulier, il va se
il va se figer, en fait. Voilà. Donc c'est un des risques également. En revanche, l'IA, elle peut avoir un rôle extrêmement important comme aide à la décision. Je n'entre pas dans le détail, mais la LIA va permettre de faire gagner du temps au magistrat en lui donnant directement toutes les affaires, toutes les jurisprudences, toutes les doctrines qui ont pu être écrites, les articles, voire mieux, elle fera mieux que de lui donner. Vous savez très bien, elle les résumera, etc. Donc là, il y a matière à avoir une IA qui soit d'une aide importante, avec le risque. Alors, on sait très bien que ça ne touche pas les magistrats, on va dire du mal, les magistrats. Et la paresse humaine. Parce que entre l'aide et puis finalement prendre pour argent comptant ou quasiment la proposition faite par l'IA, il y a parfois, voilà, on le voit avec les étudiants notamment, qui ne comprennent même pas que pour me mystifier, il suffirait que tout simplement ils réécrivent avec leur propre faute d'orthographe ce qu'ils ont demandé à ChatGPT d'écrire. Mais ceci dit, parfois, je finis par me dire que c'est mieux qu'ils me filent ChatGPT, c'est plus facile à lire que leur production personnelle. Dernière chose, pour l'exécution de la peine, alors il y a pas mal d'idées, mais notamment, il y a un élément qui est assez compliqué pour l'administration pénitentiaire, c'est qui on va mettre avec qui. Parce qu'on dit souvent la prison c'est l'école du crime, etc. Mais la prison, ça peut aussi être un bon moyen de revenir dans la société. D'ailleurs, c'est le but. Et est-ce que si on met telle personne complètement illettrée avec un autre détenu qui voilà, des aspirations d'apprendre, machin, est-ce que ça va tirer l'autre vers le haut ou est-ce que ça va être néfaste, machin? On se pose énormément de questions. Et au final, malheureusement, dans une partie des cas, c'est un peu comme on peut, d'autant que les places ne sont pas légion. Et justement, comme les places ne sont pas légion, l'IA pourrait aussi être très utile en matière de gestion des flux de détenus. On a vu pendant le Covid notamment, on a essayé de vider au maximum les prisons, etc., pour éviter le surpeuplement. Si on en venait, comme certains le souhaitent, à dire, voilà, il faut faire sortir, quand on a atteint le quota de place, il faut faire sortir des détenus pour en faire rentrer d'autres, cette gestion des flux, elle pourrait, à mon avis, parfaitement être gérée par l'IA. J'en viens à ma question de départ pour clore. C'est beau, c'est rare que je fasse ça. Ma question de départ, donc finalement, l'IA flic ou voyou? Eh bien, la réponse est les deux, mon capitaine, puisque bon nombre de problèmes posés aux pénalistes par l'IA ont leur réponse grâce à l'IA. Alors, c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de domaines. Alors, sauf que ici, je rappelle quand même, pour terminer, que on parle de l'humain, de la liberté de l'humain. Donc, il faut se montrer particulièrement prudent en la matière. Mais il y a beaucoup de travail et j'ai besoin des chercheurs à INRIA pour pouvoir mettre en application les cas d'usage dont je vous ai parlé, dont certains font appel, je le répète, je suis un peu lourd parfois, à l'interaction homme-machine. Je vous remercie de votre attention et donc je lance un appel. N'hésitez pas à me contacter. Merci. C'est une question, je pense qu'on peut la lancer.